Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi profond que complexe, avec une approche très clinique, mais surtout bienveillante, faire le deuil d'une relation toxique. C'est un véritable parcours du combattant. L'idée ici, c'est de comprendre comment rompre des liens émotionnels profondément nocifs tout en traversant la douleur de la perte. Et il faut bien comprendre, il ne s'agit pas juste d'intellectualiser la chose. C'est une question de libération pure et simple, absolument vitale pour préserver la santé mentale des personnes qui en sont victimes. On fait tout de suite face à un immense paradoxe. Comment est-il humainement possible de pleurer, de regretter amèrement quelqu'un qui a causé autant de douleur et de violence psychologique? C'est incroyablement confusant en fait. Ressentir un manque viscéral pour une personne littéralement destructrice, ça n'a aucun sens en apparence, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une réaction tellement fréquente et surtout tout à fait logique sur le plan psychologique. Alors, plongeons-nous là-dedans. La psychologie clinique est très claire sur ce point. Le deuil lié à une relation toxique est reconnu comme l'un des plus complexes à surmonter. C'est un processus souvent totalement incompris par l'entourage de la personne en deuil. Les proches, pleins de bonnes intentions, vont souvent se dire « Ouf, c'est une excellente chose que ce soit fini ». Mais pour l'individu qui le vit de l'intérieur, c'est un véritable chaos émotionnel. Et la douleur s'étire souvent bien plus longtemps que pour une rupture, disons, classique. Il y a une différence fondamentale à faire ici. Dans un deuil normal, on pleure une réalité. On pleure une connexion qui était authentique. Mais dans un deuil toxique, ce qu'on pleure, c'est une illusion complète, une histoire falsifiée. Les manipulateurs utilisent constamment le détournement cognitif, le fameux gaslighting, ce qui vient littéralement contaminer les souvenirs de la victime. Il devient impossible de se fier à son propre récit du passé. En bref, le cerveau pleure un mirage absolu. Première partie, les mécanismes du lien traumatique et la neurologie de l'attachement. Pour comprendre pourquoi cette douleur est si intense, il faut regarder du côté de la science, de la neurologie. Et ça permet au passage d'enlever immédiatement toute notion de culpabilité des épaules des victimes. C'est là qu'on parle du lien traumatique. Concrètement, c'est une profonde dépendance neurologique créée par l'alternance rythmée de cycles de violence et d'affection. Le cerveau finit par associer la personne abusive à une libération massive de dopamine qui arrive juste après une période de souffrance. C'est exactement le même mécanisme qu'une addiction très lourde. Et ça illustre brillamment la situation. Le cycle infernal fonctionne en 3 phases. D'abord, l'attention, où la victime marche constamment sur des œufs, ce qui crée une peur et une anxiété permanente. Ensuite, l'explosion, la dévaluation qui génère le traumatisme. Et enfin, la lune de miel, avec ses fausses promesses de réconciliation qui déclenchent ce fameux soulagement et ce shoot de dopamine. Briser tout ça, ça ne demande pas juste de la volonté, c'est littéralement faire une cure de désintoxication au cerveau. Ce témoignage est bouleversant et il met le doigt sur un concept clé, le faux self. Au début, pendant la phase de bombardement d'amour, le manipulateur fabrique un personnage sur mesure, une sorte de partenaire parfait. Et c'est cette illusion-là qui manque cruellement. La personne en deuil ne pleure pas la réalité, elle pleure le potentiel. Elle pleure ce mirage de ce qui aurait pu être. Et faire le deuil d'un espoir, c'est vraiment d'une cruauté absolue. Deuxième partie, démêler la honte et la culpabilité. Et surtout, identifier le critique intérieur. Il faut aborder un mécanisme qui bloque complètement la guérison, l'introjection. Après des mois ou même des années à se faire blâmer méthodiquement, la victime finit par intérioriser la voix du manipulateur. Cette voix destructrice devient sa propre vérité. C'est son nouveau critique intérieur. Du coup, le deuil se transforme en un tribunal intérieur impitoyable, un procès permanent et totalement injuste envers soi-même. Le point crucial à retenir, c'est que toutes ces pensées de fausse culpabilité sont de pure distorsion cognitive. C'est ce qu'on appelle le biais rétrospectif. Penser « et si le problème venait de moi » ou « j'aurais dû voir les signes », ce n'est pas la réalité. C'est juste l'écho, le résidu toxique de la manipulation qui continue de résonner. Troisième partie, les outils issus des thérapies cognitivo-comportementales, avec des exercices pratiques pour s'en libérer. Heureusement, il existe des outils cliniques formidables pour défaire ces nœuds émotionnels. Prenons cet excellent exercice, le tableau à 3 colonnes. L'idée est simple, mais redoutablement efficace. D'abord, on note la pensée automatique. Ensuite, on identifie la distorsion cognitive qui s'y cache. Et pour finir, on formule une pensée alternative, réaliste. C'est une façon ultra logique de restructurer cette culpabilité irrationnelle et de rebâtir l'estime de soi brique par brique. Voici d'ailleurs exactement le genre de pensée toxique et intrusive qui vient hanter les victimes juste après la rupture. Je suis entièrement responsable de l'échec de cette relation. C'est un fardeau terrible qui nourrit le désespoir et verrouille tout le processus naturel de guérison.
Passons à la suite pour voir comment désamorcer ça. C'est ce qu'on appelle la diffusion cognitive. Plutôt que de prendre cette pensée pour une vérité absolue ou d'essayer de se battre contre elle, on l'observe avec un peu de distance. On se dit « Tiens, je remarque que j'ai la pensée d'être responsable ». C'est une pensée de culpabilité, pas un fait. Cette simple prise de recul permet de neutraliser instantanément l'emprise des ruminations. Un autre outil absolument essentiel, c'est l'exercice d'autocompassion de Christine Neff. Il s'agit de reconnaître ouvertement la souffrance actuelle, de l'humaniser en réalisant que c'est une expérience que d'autres traversent, et de s'adresser à soi-même avec douceur pour s'autoriser à guérir. S'offrir la même bienveillance qu'on donnerait à un ami très cher, c'est cliniquement prouvé pour arrêter net cette tendance à toujours s'invalider. 4e partie, se reconstruire, aller de l'avant et instaurer de nouvelles habitudes saines. Ce zéro, il n'a rien d'anodin. Il représente la règle absolue, le fondement même de la guérison, le zéro contact. Dans un cadre d'abus émotionnel, c'est une protection clinique purement et simplement obligatoire. Garder un lien, même infime, c'est laisser le cerveau en mode attente constant. Ça rend le travail de deuil littéralement impossible. C'est donc le point de départ non négociable. Une fois ce cadre posé, il faut instaurer des habitudes de reconstruction concrètes, mettre des mots justes sur la manipulation, chercher un soutien psychologique spécialisé et surtout pratiquer ce qu'on appelle l'activation comportementale. L'idée, c'est de maintenir des routines de vie saines, même minimales. Ça permet à la personne de continuer à fonctionner, d'éviter l'effondrement, tout en laissant le deuil faire son travail à son propre rythme. C'est un phénomène assez fascinant. La fin d'une relation toxique agit souvent comme un révélateur. Ce deuil, aussi insoutenable soit-il, va forcer l'individu à affronter des vulnérabilités bien plus profondes, des failles émotionnelles, souvent liées à l'abandon ou à la trahison dans l'enfance, qui remontent violemment à la surface pour enfin être soignées. Il faut vraiment garder ce message à l'esprit car il est profondément réconfortant. La capacité à ressentir une telle détresse est en réalité la preuve flagrante d'une immense capacité à aimer profondément. Sortir d'une telle épreuve permet d'être bien plus ancré, plus conscient de ses propres limites. C'est une richesse émotionnelle incroyable qui mérite tout simplement d'être redirigée vers la personne la plus importante, soi-même. Ce qui nous amène à cette ultime réflexion. Et si, finalement, cette rupture si douloureuse n'était rien d'autre qu'un point de bascule ? Le moment exact où la personne en souffrance rencontre enfin son moi authentique, la personne qu'elle a toujours été censée être. C'est une perspective puissante pour clôturer ce décryptage, qui rappelle que se libérer d'une emprise toxique, c'est avant tout la porte d'entrée vers une véritable redécouverte de soi.